Je suis Tom Seyfried, professeur de biologie au Boston College, ici à Chestnut Hill, dans le Massachusetts. J'enseigne ici depuis 1985. Avant cela, j'étais à Yale, où je travaillais sur l'épilepsie et la biochimie des glycolipides. Actuellement, notre principale préoccupation est d'essayer de faire baisser le taux de mortalité dû au cancer, qui est une épidémie hors de contrôle. Ce que nous voyons de la part de l'American Cancer Society. Chaque année, ils publient leur mise à jour sur les progrès dans la gestion du cancer pour toutes les grandes formes de cancer. Jeunes, personnes âgées, hommes, femmes, toutes ces catégories de personnes. Et ce que nous constatons chaque année, c'est que de plus en plus de gens meurent du cancer. En 2024, c'est-à-dire cette année, ils estiment qu'environ 612 000 personnes mourront du cancer, ce qui revient à presque 1700 personnes par jour, ce qui fait environ 70 personnes par heure. Les déclarations que nous entendons dans les médias, qui parlent des avancées extraordinaires que nous faisons et de la baisse des taux de mortalité par cancer, ne semblent pas correspondre à la réalité de ce qui se passe. Les gens doivent donc prendre du recul et se demander pourquoi avons-nous autant de personnes qui meurent du cancer, alors que nous dépensons des centaines de millions de dollars à travers les gouvernements fédéraux, le National Cancer Institute, toutes les fondations privées, la course Suzanne Komen pour le cancer du sein, les sociétés pour le cancer du poumon, du côlon, du cerveau. Les gens, avec leurs bonnes intentions, se mobilisent pour aider à collecter des fonds pour ces fondations et personne ne demande jamais où va l'argent ou pourquoi nous n'observons aucune baisse des taux de mortalité. Je pense qu'il est temps, il faut maintenant commencer à sérieusement se demander pourquoi il n'y a pas de progrès majeur. Dans le cas du cancer du cerveau, du glioblastome, nous n'avons fait aucun progrès significatif en 100 ans. Aucune avancée majeure. Cela devient donc un vrai problème. Et je pense que la plupart des gens aimeraient savoir pourquoi nous ne faisons pas de progrès majeurs. Dans ces conversations, nous irons en profondeur pour discuter précisément des raisons pour lesquelles il n'y a pas de progrès significatif, malgré l'attention médiatique qui affirme que ce que nous faisons fonctionne, cela ne fonctionne pas. Tout cela dépend des types de théories qui déterminent notre façon de voir le cancer en tant que maladie. Quelle est la théorie scientifique qui guide la recherche et la pratique clinique? Et si la théorie n'est pas correcte, nous ne verrons aucun progrès majeur et la situation ne fera qu'empirer. Pas tous, mais beaucoup de ces personnes qui ont survécu aux traitements utilisés pour gérer le type de cancer qu'elles avaient perdent un prix élevé en termes de santé globale en raison de leur survie à des poisons toxiques, à la radiation et à des mutilations chirurgicales qui font actuellement partie du protocole standard pour beaucoup d'entre elles. Nombre de ces personnes souffrent de problèmes neuropsychiatriques, de troubles neurologiques, de problèmes cardiovasculaires, de troubles hormonaux et de problèmes de densité osseuse. Il existe aujourd'hui certains hôpitaux qui ouvrent des services de médecine pour les survivants du cancer, car il existe un tout nouveau domaine de problèmes de santé résultant de la survie à ces traitements horribles qui sont utilisés. Nous voulons donc réduire cela de manière significative grâce à la thérapie métabolique. Je vais en parler en détail lors de ces entretiens, podcasts et vidéos YouTube. Nous discuterons de la façon dont nous pouvons gérer ce trouble sans toxicité. En fait, comment le corps devient même plus sain. Lorsque vous sortez d'un traitement contre le cancer en utilisant la thérapie métabolique, vous êtes en réalité en meilleure santé qu'au début. De nombreuses autres comorbidités semblent également être gérées avec succès. Nous voulons donc étudier comment la thérapie métabolique peut gérer le cancer sans toxicité et améliorer la santé globale. Les deux carburants qui alimentent leur croissance déréglée leur offrent également une protection contre les ROS. Donc, si nous supprimons ces deux carburants et que nous les plaçons dans un environnement d'oxygène hyperbare, nous éliminons alors leur capacité antioxydante. Cela les rend extrêmement vulnérables aux ROS, tandis que le reste des cellules de notre corps est protégé et devient même plus sain. C'est très différent de ce que nous faisons actuellement aux patients atteints de cancer. Nous savons en réalité comment gérer le cancer de manière assez efficace sans toxicité, offrant aux patients la possibilité de devenir même en meilleure santé pendant le traitement du cancer. Lorsque vous traitez quelqu'un avec de la radiothérapie, vous créez en fait un taux élevé de glucose et de ROS dans tout le reste du corps, pas seulement dans la cellule cancéreuse.
Nous ne faisons aucun essai clinique à ce sujet et nous ne procédons pas de la bonne manière. Donc, une fois que vous savez quoi faire et comment le faire, vous allez transformer tout ce système pour le mieux. Le protocole Press-Pulse deviendra à un moment donné le nouveau standard de soins. Nous ne savons juste pas quand. Press-Pulse, vous pouvez faire baisser le glucose avec l'alimentation, c'est assez facile. L'exercice, l'alimentation, la gestion du stress, tout cela peut faire baisser considérablement la glycémie. C'est l'un des deux carburants qui alimentent la croissance déréglée. Et ensuite, il faut utiliser des médicaments ciblant la glutamine par impulsion. En d'autres termes, il faut aussi éliminer cette glutamine. Il faut le faire ensemble. Donc, vous faites baisser le glucose, vous augmentez les cétones, donnant ainsi aux cellules normales l'opportunité de prospérer ou d'être aussi efficaces énergétiquement que possible. Mais la glutamine, notre système immunitaire a besoin de glutamine pour éliminer les cellules cancéreuses mortes et aussi pour nous protéger contre les infections bactériennes. L'intestin a aussi besoin de glutamine. Donc, vous ne pouvez pas simplement cibler la glutamine de façon brutale. Il faut être stratégique. C'est l'aspect pulse du Press-Pulse, faire baisser le glucose via l'alimentation et différentes stratégies tout en augmentant les cétones. Ensuite, vous intervenez par impulsion avec divers médicaments pour cibler la glutamine, mais il faut le faire par impulsion. Vous ne pouvez pas supprimer la glutamine en continu car nous en avons besoin pour tous ces autres processus physiologiques dans notre corps. Donc, on arrête à nouveau, puis bien sûr, on permet à notre système immunitaire normal de maintenir sa fonction, puis on recommence. Le système immunitaire est un peu paralysé, mais il ne meurt pas. Les cellules cancéreuses, elles, mourront, car elles dépendent complètement de ces deux carburants, le glucose et la glutamine. Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole Press-Pulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole Press-Pulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto4cancerfrench. Il y en a plusieurs, mais le meilleur que nous ayons vu jusqu'à présent, c'est le don qui n'est pas disponible, ce qui est un crime car il devrait être le médicament anticancéreux numéro 1 dans le monde, le don, surtout lorsqu'il est utilisé à petite dose, lorsque les niveaux de glucose sont abaissés. Donc, le don serait l'impulsion, la restriction du glucose serait la pression, et ensemble, vous pouvez tuer efficacement les cellules cancéreuses tout en améliorant la santé et la vitalité des cellules normales. C'est pour cela que nous avons créé le calculateur de l'indice glucose-cétone, GKI, pour permettre aux gens de savoir quand ils sont dans la zone de cétose nutritionnelle, afin qu'ils puissent commencer à administrer le glutamine par impulsion avec le don ou un médicament ciblant la glutamine. Pourquoi le don n'est-il pas disponible? Ils ont dit qu'il était trop toxique. Ils l'ont utilisé chez des enfants atteints de leucémie et sur des tumeurs solides. Il a eu un certain bénéfice thérapeutique, mais ils ont dit qu'il était trop toxique. Mais si on le compare à la doxorubicine et à certains de ces autres médicaments, il n'est pas aussi toxique que certains des médicaments que nous utilisons actuellement pour traiter les patients. Et ils ne savaient pas comment l'utiliser. Ils l'ont utilisé de manière incorrecte. Ils ne ciblaient pas le glucose en même temps. On ne peut pas vraiment maîtriser le cancer à moins de cibler les deux carburants qui alimentent la croissance déréglée. Il faut utiliser le don quand on maintient la pression sur le glucose. Il faut garder ce glucose bas, puis quand le don intervient, on peut utiliser des doses bien plus faibles et obtenir une efficacité thérapeutique remarquable. Le mébendazole, un médicament antiparasitaire, peut aussi cibler le glucose et la glutamine. Mais tout cela fonctionne mieux lorsque le corps est en cétose nutritionnelle.
Donc, la première étape, c'est de mettre le corps en cétose nutritionnelle, puis on peut utiliser ces médicaments qui ciblent la glutamine par impulsion. La mitochondrie peut produire deux formes d'énergie, l'une par phosphorylation oxydative, qui est la source principale, et une très petite quantité par phosphorylation au niveau du substrat. Mais dans le cancer, c'est inversé. La majorité provient de la phosphorylation au niveau du substrat et très peu de la phosphorylation oxydative, même si l'oxygène est consommé à un rythme qui laisserait penser à une phosphorylation oxydative. Mais l'oxygène consommé dans la cellule cancéreuse n'est pas utilisé pour l'ATP. Il sert à produire des espèces réactives de l'oxygène, ROS, et à une variété d'autres réactions nécessitant de l'oxygène à l'intérieur de la cellule, indépendamment de la synthèse d'ATP. C'est pourquoi le domaine se trompe. Le domaine est maintenant enfermé dans une incompréhension en utilisant la consommation d'oxygène comme un substitut précis de la phosphorylation oxydative, alors que ce n'est pas exact. Donc, le glucose en millimoles, E, divisé par la bêta-hydroxybutyrate en millimoles, E, qui est le corps cétonique, vous donne un chiffre. Donc, pour la plupart des gens, ce chiffre est assez élevé parce qu'ils ont une alimentation riche en glucides. Donc, ça va être autour de 50 ou 60, quelque part dans cette zone. Mais si vous limitez les glucides et faites de l'exercice, le glucose diminue et les cétones augmentent naturellement. Donc, vous faites cette division et vous atteignez ce que nous appelons, si vous obtenez un ratio de 2:0 ou moins, c'est ce que nous appelons la cétose nutritionnelle, où les cellules normales du corps vont être en très bonne santé et les cellules tumorales du corps vont être métaboliquement mises à mal.